Soudure par Quentin Clément. Chapitre 7. Du sang dans les moteurs. Xavier Ferry était assis sur le capot de sa voiture. Il ne savait pas combien d'hommes l'accompagnaient exactement. Quelques groupes de patrouilleurs et de pillards, peut-être 200 combattants, peut-être un peu moins. Dans l'attente de l'ordre fatidique qui lancerait cette mission suicide, il pouvait facilement voir lesquels avaient déjà été au feu dans de vrais combats et lesquels n'avaient aucune idée de l'enfer qui les attendait. Clash était excité. Il sautillait partout, en rappelant à tout le monde à quel point il se réjouissait d'aller se battre et massacrer les connards de charbonnage. Il ne se rendait même pas compte que les pillards, calmes et concentrés avant la bataille, lui lançaient des regards méprisants. Il voyait bien qu'il avait peur. Et c'était bien normal, ils venaient tous de signer pour mourir. Mais quand on est résigné à accepter son sort, on n'a pas besoin de le hurler à la face du monde. Ferry, lui, n'était résigné à rien du tout. Il ne s'était pas porté volontaire pour aller mourir dans une glorieuse explosion. Lui et son groupe avaient été désignés spécialement par Reagan pour participer à l'assaut. Il lui avait juré sa loyauté, pourtant, elle était prête à sacrifier sa vie. Il pensait qu'un chef patrouilleur comme lui aurait du poids dans le combat de Reagan. Pourtant, elle l'envoyait au front, comme si sa mort n'avait aucune espèce d'importance. Elle devait vraiment en avoir des dizaines comme lui prêts à se battre pour elle, sinon elle ne prendrait pas le risque de le faire tuer. C'était la seule explication qu'il trouvait. Son talkie-walkie commença à crépiter. Le moment était venu. Ordre d'attaque, groupe 1, go! Son cœur commença à battre dans ses tempes alors que l'excitation prenait le pas sur le calme et la concentration du groupe. Xavier vit plusieurs pillards sortir de leur poche de petits sacs de poudre rouge et en verser un peu sur leurs pouces avant de se boucher une narine pour sniffer la drogue efficacement. L'effet fut immédiat, alors que les guerriers commençaient à hurler en montant dans les voitures. Le chef patrouilleur pesta. Cette saloperie permettait de ne plus ressentir ni la peur ni la douleur. C'était un puissant excitant qui poussait les hommes à se battre sans la moindre retenue. Mais là, ils avaient un plan à suivre. Ils avaient besoin de discipline, de calme pour se mettre le moins en danger possible. Et voilà cette bande de tueurs qui se lançaient au combat sans réfléchir en faisant rugir leurs moteurs. S'ils avaient réellement été des hommes, ils n'auraient pas eu besoin de cette saloperie pour aller faire face à la mort. « Tout le monde en bagnole !» hurla-t-il à l'attention de son équipage qui n'attendit pas pour se mettre en place. Durant quelques minutes, les voitures entonnèrent le puissant chant de guerre des pillards de la route, les moteurs vrombissant, les tours poussés au maximum, alors que les guerriers qui se tenaient debout sur les toits des véhicules frappaient du pied en rythme en exhibant leurs armes à leurs camarades. Des masses renforcées de pièces mécaniques tranchantes, quelques fusils d'assaut, mais surtout ces monstres de la route faits d'acier rouillé qui allaient chevaucher sur l'asphalte pour conduire les combattants vers la plus glorieuse des morts. Les hurlements des moteurs se faisaient de plus en plus brusques, alors que le rythme des coups de pied était plus rapide et s'accompagnait de cris stridents et rauques. Galvanisés par la puissance de leurs machines, les guerriers de soudure étaient prêts à aller se battre. Leurs véhicules de mort se mirent en route, alors que la voiture de tête faisait hurler une intense musique heavy metal qui continuait de rappeler aux combattants de cuir noir qu'ils partaient pour l'enfer, la violence et le sang. Les deux hommes sur le toit de la voiture de Ferry enfilèrent leurs lunettes de soudage et s'accroupirent pour s'accrocher aux barres de toit. Le pilote entendit 2 coups brefs, signalant qu'ils étaient prêts, et le monstre de la route passa à la seconde. Ils étaient une armée, ils ne reculeraient pas. Ils étaient là pour crever, mais feraient vivre l'enfer à tous ces salopards de charbonnage avant de rendre leur dernier souffle. Ils étaient des guerriers de soudure. Ils avaient payé le prix du sang et prouvé à chaque seconde depuis leur putain d'enfance qu'ils étaient les plus forts, les plus dangereux combattants des terres désolées. Ils n'avaient pas peur alors que leur bolide s'élançait sur les routes couvertes de sable, droit sur l'ennemi. Depuis toujours, ils savaient qu'ils crèveraient couverts de sang. Et si ce jour était arrivé, alors ils mourraient en faisant voir à Charbonnage ce qu'étaient de vrais guerriers, ceux de soudure, l'élite du puissant Harold Rogers. Des cris barbares se firent entendre lorsque la première voiture de patrouille fut repérée plus loin dans le sable du désert. Dans un dérapage paniqué, le véhicule ennemi fit demi-tour en lançant au-dessus de lui une immense gerbe de poussière s'élevant comme un nuage de peur, alors que les hommes de soudure riaient, accélérant pour ne pas laisser s'échapper cette proie. La poursuite s'engagea, mais le talkie-walkie de Xavier crépita à nouveau. « Renfort ennemi sur la gauche! On fonce droit sur eux !» répondit une autre voix alors que le convoi d'assaut changeait de direction, quittant la route pour s'élancer sur le sable. Les patrouilleurs de charbonnage rejoignirent la voiture isolée, puis ralentirent pour se laisser rattraper par leurs assaillants. Le premier combat de cette guerre était sur le point d'avoir lieu dans le tonnerre des moteurs hurlant leurs cris de guerre mécanique.
Sur les toits des bolides adverses, des guerriers restaient debout, tenant fermement les chaînes accrochées aux carcasses d'acier rouillé qui composaient leur terrifiante monture métallique et brandissant des bâtons armés de fer de pioche affûtés. Les voitures de soudure rattrapèrent leur proie, alors que les coups de feu retentissaient, faisant tomber les combattants des deux côtés. Les bolides se heurtèrent et les hommes sur les toits se lancèrent des pierres et des pièces mécaniques. Certains furent frappés en plein visage et tombèrent violemment sur la route, le crâne enfoncé par un engrenage aiguisé, ou le torse percé par un piolet ou une crochette de porion. Xavier fut secoué par une violente secousse, alors qu'un véhicule adverse venait d'entrer en collision avec son aile gauche. La frappe fut brutale et la tôle de son engin menaça de se décrocher. Aussi donna-t-il un violent coup de volant pour s'éloigner au plus vite de l'autre pilote. Mais depuis le bolide assaillant, un homme lança un piolet accroché à une chaîne qui vint s'agripper tel un grappin aux barres de toit de Xavier. La manœuvre d'esquive du chef patrouilleur fut arrêtée net, et l'un des hommes sur le toit tomba, aussitôt écrasé par la ruée des engins de mort qui livraient bataille tout autour de lui. Comprenant qu'il ne pourrait pas s'échapper, Véry donna un nouveau coup de volant pour venir frapper de plein fouet son adversaire, qui reçut le choc sur l'arrière de son aile droite. Le véhicule ennemi faillit quitter la route, mais son pilote parvint à récupérer sa trajectoire, alors que Xavier pestait sur le talon de son adversaire. Sur le toit du chef patrouilleur restait un guerrier qui s'élança et se jeta sur le bolide de charbonnage. D'un violent coup donné avec un poing américain fait à partir d'un engrenage percé de trous, il fracassa la mâchoire d'un des deux ennemis qui tomba de sa monture d'acier, avant que l'autre lui enfonce le crâne avec le côté plat d'un pic à veine, l'envoyant rejoindre les nombreux cadavres qui joncheraient bientôt la route sur toute sa longueur. Le tueur sauta ensuite sur le capot de la voiture de Xavier et voulut le frapper avec le côté pointu de son arme. Le patrouilleur esquiva de justesse et la pointe s'enfonça dans le dossier de son siège. Il voulut freiner d'un coup sec pour que l'assaillant déséquilibré tombe devant sa voiture et qu'il n'ait plus qu'à lui rouler dessus, mais il reçut un choc venant de l'arrière. L'autre pilote était déjà passé derrière lui et le poussait, le forçant à garder une vitesse constante. Il aurait pu donner un nouveau coup de volant pour faire tomber le guerrier, mais avec cette poussée venue de l'arrière, cela l'aurait entraîné dans un incontrôlable dérapage d'où il ne serait pas ressorti vivant, heurtant à coup sûr l'un des autres bolides qui menaient ce combat acharné. Le guerrier récupéra son arme, arracha une partie du rembourrage du siège au passage et se prépara à frapper à nouveau. Alors Xavier enfonça l'accélérateur, déséquilibrant légèrement l'autre, qui retarda son attaque juste assez pour que le véhicule aille frapper la voiture devant lui. Cette fois, le guerrier chancela et heurta le sol avant de se faire rouler dessus par le bolide de Ferry, qui fit un bond en passant sur le corps qu'il broyait. Petit à petit, Soudure prenait l'avantage dans cette bataille, alors que les véhicules de charbonnage étaient de moins en moins nombreux et que le camp retranché de Feuerstein se rapprochait. Les combats se faisaient au son des coups de feu, des moteurs scandant leur rauque chant de guerre et des chocs des métaux qui hurlaient en se tordant lorsque les démons d'acier et de tôle qui s'affrontaient dans cette course à la mort se heurtaient avec violence. L'homme et la machine ne faisaient plus qu'un, la chair domptant les forces mécaniques pour les vouer au carnage et à la destruction, dans un bain de sang et d'huile gorgeant le sable du désert où reposaient les cadavres mutilés des guerriers et de leurs puissantes montures motorisées. Xavier fit ralentir son véhicule. Il laissa quelques alliés passer devant lui sans pour autant s'arrêter ou quitter la troupe. Il savait que ceux qui seraient en première ligne pour enfoncer la porte fortifiée qui se rapprochait allaient se faire tailler en pièces, et il n'était pas prêt à se sacrifier bêtement dans une mission suicide. S'il avait survécu à tant de combats, c'était justement parce qu'il avait toujours prévu d'y survivre. Laisser la folie furieuse aux fous et savoir jauger quand il valait mieux laisser certains dangers à d'autres. S'il fallait être utilisé comme voiture bélier et être déchiqueté par des mitrailleuses, il préférait laisser cet honneur de guerrier à des hommes qui n'avaient rien à perdre. Il n'était d'ailleurs pas le seul à réfléchir de cette façon. Avec lui, plusieurs autres vétérans, même des pillards, avaient discrètement ralenti l'allure. Et lorsque la horde de métal heurta enfin la grande porte qui les séparait de l'ennemi dans un magma de tôle broyée, d'essence prenant feu et de hurlements des guerriers dont les corps étaient déchirés par les collisions, une violente explosion retentit, brisant l'entrée qui éclata en milliers de débris projetés dans les airs et sur les deux armées qui engageaient le combat. Sur les murs, des hommes en combinaison anti-feu utilisaient des sortes de petites catapultes pour projeter sur les assaillants des centaines de charbons ardents, tandis que d'autres faisaient pleuvoir de l'essence avec des canons à eau. Toute la première ligne de soudure prit feu lorsque les braises rencontrèrent le combustible, alors que, par la brèche laissée dans la porte béante, les mitrailleuses .50 étalaient un véritable charnier sur le centre du champ de bataille. En moins d'une minute, la formation de soudure perdit toute son organisation, alors que les 2/3 de la troupe venaient d'être massacrés. « Repli, tout de suite !» hurla le talkie-walkie de Xavier qui avait déjà commencé sa manœuvre de demi-tour.
Plusieurs véhicules de guerre furent encore détruits durant le repli, alors que même en imaginant le pire, Reagan avait encore sous-estimé la puissance de feu de l'ennemi. Charbonnage avait décidé de frapper fort. Ce n'était pas une petite escarmouche pour quelques fermes. Un camp pareil derrière la frontière, c'était forcément dans un but de conquête. Xavier avait survécu à cette première attaque. Restait à savoir si Feuerstein allait mordre à l'hameçon. Alors qu'il s'éloignait du triste champ de bataille, il regardait dans son rétroviseur, attendant de voir si le plan de Reagan allait fonctionner ou pas. Soudainement, une machine monstrueuse enfonça la ligne de carcasses incendiées laissée par les fouillards, bousculant sans crainte les corps des voitures et écrasant sans pitié ceux des hommes. Dans un boucan de tous les diables, le véhicule personnel de Friedrich Feuerstein, premier-né de la famille à la tête de Charbonnage et digne héritier de la lignée, fit sans peine valser les tonnes d'acier et de tôle sur sa route. Le prince de la mort était au volant d'un ancien véhicule militaire blindé, tout orné de piques et de lames de tronçonneuses et au pare-choc durement renforcé par 2 plaques soudées dans un angle écartant les obstacles. Le monstre s'était élancé à la poursuite des fouillards, suivi par une horde de voitures cauchemardesques au nombre dissimulé par un gigantesque brouillard de fumée et de sable. Xavier enfonça l'accélérateur alors que son cœur s'emballait. Du poste d'observation, Reagan voyait un épais nuage de poussière avancer droit sur eux, semblable à une implacable tempête de sable. Le talkie-walkie accroché à sa ceinture hurlait des appels à l'aide et des injonctions à se tenir prêt. Elle attrapa l'objet et porta le micro à sa bouche. « Tout le monde, ne lancez pas l'attaque avant que j'en ai donné l'ordre. On attendra le dernier moment, alors les équipes en voiture, grouillez-vous de rappliquer !» Le nuage se rapprochait, permettant petit à petit de deviner les silhouettes des fouillards et de leurs poursuivants. Puis les ombres indiscernables de la tempête firent place aux formes bien visibles des véhicules de mort lancés sur leur position. « Tireurs et lanceurs, tenez-vous prêts !» hurla Reagan dans son talkie-walkie en s'armant d'une batte de baseball cloutée. Les bolides étaient lancés à toute vitesse sur les vestiges d'une ancienne route dont on devinait le tracé sous le sable, passant entre les ruines d'anciennes habitations dont il ne restait que des fondations de béton et des murs écroulés. De part et d'autre de ce couloir de la mort, elle avait placé le reste de ses hommes, cachés dans les décombres et prêts à frapper sur cet ordre qui ne se faisait que trop attendre. « Maintenant !» hurla-t-elle juste avant que les fouillards ne passent entre les deux groupes en embuscade. Prenant l'armée de Charbonnage par surprise, les guerriers de soudure quittèrent leur planque pour se jeter sur la route et lancer des cocktails Molotov et des grenades à shrapnel artisanales sur les véhicules lancés à vive allure. Des explosions retentirent alors que les bêtes d'acier prenaient feu, braquant subitement dans un mouvement de panique ou s'arrêtant pour laisser descendre leurs furieux dompteurs, entraînant des collisions, fracassant les tôles ou écrasant les malchanceux, heurtés de plein fouet par les démons de métal. L'avancée de Feuerstein fut arrêtée net, et avant même qu'ils puissent réagir et se réorganiser dans le chaos du carambolage, les guerriers de soudure les chargèrent des deux côtés de la route, en hurlant leurs cris de guerre et en brandissant leurs invraisemblables armes décorées par la mort, alors que depuis les ruines des coups de feu retentissaient en abattant les combattants de Charbonnage. Reagan était en première ligne, dévalant sur l'ennemi en hurlant de rage, sa batte cloutée en main. « Gagner cette bataille ne suffira pas, pensa-t-elle. Je dois leur montrer qui je suis !» Le choc des deux armées fut terrifiant. Dans un chaos de feu et de fumée, des guerriers aux armes effroyables se battaient avec la peur au ventre au milieu des incendies et des risques d'explosion, frappant de leurs piolets ou de leurs lames de scie en faisant hurler leurs adversaires qui tombaient au sol, en se tordant de douleur avant d'être achevés avec la plus grande des cruautés humaines. Charbonnage pris au piège, ces guerriers se défendaient avec la force du désespoir, alors que la plupart avaient déjà été blessés dans le carambolage. Reagan frappa, les clous de sa batte s'enfoncèrent dans la nuque et l'épaule d'un homme dont le visage se déforma sous la peur et une indescriptible douleur. Elle tira d'un coup sec, arrachant la chair et jusqu'à la clavicule du combattant qui tomba au sol, sa plaie dégoulinant dans une mare rouge où il n'était déjà plus possible de distinguer son sang de celui de n'importe quel autre pauvre con tombé dans ce massacre. Soudainement, les portes des véhicules blindés de Feuerstein s'ouvrirent et 4 hommes armés de tronçonneuses se jetèrent dans la mêlée au son assourdissant et terrifiant de ces engins voués au démembrement. Déchaînant dans de grands mouvements circulaires et d'effroyables attaques auxquelles succombèrent plusieurs guerriers de soudure dont les corps sauvagement mutilés tombaient au sol dans d'indicibles et malheureux hurlements de douleur. Les forces menées par Reagan reculèrent, surprises par cette attaque aussi surprenante que mortelle. L'un des hommes monta sur le toit d'une voiture en flammes, faisant tournoyer sa tronçonneuse au-dessus de sa tête, balayant la fumée qui l'enveloppait tel un spectre rugissant.
C'était un colosse aux épaules de taureau, au corps taillé pour la guerre et au visage déformé par des années de combat, qui hurlait alors que les balles sifflaient autour de lui sans réussir à l'atteindre. « Battez-vous! Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour mourir! Montrez-leur qui nous sommes! Nous sommes Charbonnage et nous les repousserons !» Après ce discours aussi bref que risqué, il sauta de son piédestal et se jeta dans la mêlée en balançant sa tronçonneuse dans tous les sens, hurlant de rage alors que ses hommes reprenaient confiance et redoublaient de combativité tandis que Soudure commençait à reculer. Regan se jeta sur le colosse en l'appelant par son nom. « Friedrich Feuerstein !» L'homme se tourna vers elle, un sourire carnassier embrasant un visage déformé par la fureur, alors qu'il esquivait un violent coup de batte de baseball clouté. Il leva sa tronçonneuse et la battit avec fureur, mais Regan recula. « T'as commis ta dernière erreur », pensa la fille de Sergueï qui s'apprêtait à riposter. L'arme de son adversaire était lourde et encombrante. Aussi allait-il avoir besoin d'un minimum de temps pour se remettre en garde. Moins d'une seconde, mais assez pour que Regan lui porte un coup fatal à la tête. Elle se jeta sur lui, mais déjà relevait-il sa lame qui passa à quelques centimètres du visage de la femme, qui reculait encore, déséquilibrée alors que l'autre frappait à nouveau. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse être aussi rapide avec une arme pareille. Elle se jeta sur le côté, trébucha et tomba au sol, mais Feuerstein fonça sur elle en levant sa terrifiante machine à démembrer. Mais avant qu'il frappe, elle lui lança une poignée de sable au visage. Le leader de Charbonnage fut surpris, aveuglé par les grains lui déchirant la cornée. Et Regan enfonça sa batte cloutée dans l'entrejambe de l'adversaire qui s'effondra au sol, son sang giclant sous la pression de son émasculation, alors qu'il hurlait de douleur. La femme se releva et écrasa son arme sur le visage du chef ennemi sous les acclamations des guerriers proches. Un nouveau vent de confiance souffla dans les rangs de Soudure dont les guerriers reprirent le dessus face à la dernière ligne de résistance d'une Charbonnage abattue par la perte de leur charismatique leader. La bataille revira au massacre et ne dura plus très longtemps. Soudure avait remporté la victoire. Regan avait remporté la victoire. Au milieu des flammes et des carcasses sans vie où les corps des hommes côtoyaient ceux des machines, le sang se mélangeait à l'essence, sans que l'on puisse discerner les fluides humains des mécaniques. Moussa, les vêtements tachés d'essence, s'approcha de celle qui les avait menés. Il avait probablement réalisé des exploits durant ce combat, mais laisserait toute la gloire à la fille de Sergueï Rogers, celle qu'il voulait un jour voir au pouvoir. Alors que les guerriers hurlaient et riaient la joie d'avoir survécu à cet enfer, le chef pillard prit la parole, sa voix puissante intimant aux hommes de se taire pour écouter. « Regan, je dois l'admettre, j'ai jamais vu une femme avec une telle paire de burnes. » Un ricanement gras et sonore parcourut l'assemblée. « Je t'ai vu charger cet enculé avec la tronçonneuse, alors que tous les autres reculaient. » Il lança un regard inquisiteur aux combattants. Beaucoup baissèrent les yeux. « Alors maintenant je comprends pourquoi Sergueï voulait que tu mènes cet assaut. C'était le meilleur des choix. Alors dis-nous ce qu'on doit faire, et on obéira. » Regan laissa vagabonder son regard sur la petite assemblée victorieuse. Personne ne semblait remettre en cause la décision du puissant Moussa Moulenga, et s'il était prêt à suivre les ordres de la fille du chef de guerre, personne n'oserait s'opposer à elle. « On va aller à leur camp fortifié avec la tête de leur chef, » expliqua-t-elle. On va leur proposer de se rendre et promettre de les laisser partir s'ils sortent désarmés. Elle sentit la désapprobation sur le regard de certains, mais elle sourit. Et quand ils seront dehors et désarmés, on les massacrera jusqu'au dernier! Une acclamation se fit bien vite entendre. On en laissera juste un rentrer à Charbonnage, rapporter la bite de Friedrich Feuerstein à son enculé de père. Qu'il sache, à Charbonnage, qu'il sache que Soudure est toujours puissante et que nous sommes plus implacables, plus impitoyables et plus dangereux que jamais. Sous une véritable ovation, elle approcha du corps inerte de celui qu'elle avait vaincu. Elle retira le pantalon du cadavre, sortit un couteau affûté et lui coupa le pénis. Elle leva sa main au ciel, brandissant la virilité mutilée de l'ennemi sous une nouvelle acclamation des hommes sous son commandement. Mais ce message n'était pas pour Charbonnage. Ce message était pour Soudure. C'était elle, Regan, qui était plus dangereuse que jamais. Et personne n'en douterait plus. Cela faisait plus d'une demi-heure que l'alarme avait retenti dans Soudure. Un groupe de patrouilleurs était rentré de sa ronde, prévenant qu'une bande armée avançait sur la ville. Il ne fallut pas longtemps à Harold pour réagir.
Les sirènes se mirent à hurler dans les rues alors que les gardes faisaient le tour des baraquements pour ordonner aux gens de rester chez eux, donnant à Soudur l'apparence d'une ville fantôme pendant que les guerriers prenaient différents postes de combat, prêts à se défendre contre une attaque. Le fils de Sergueï était sur le haut mur de la ville, près de l'entrée. Il observait avec mépris le nuage de poussière qui venait à eux. Des chiens des terres désolées qui espéraient profiter d'une ville affaiblie par le départ d'une grosse partie de ses combattants, mais qui n'allaient trouver que la mort derrière ses murs. Mais alors que le nuage approchait, on pouvait commencer à deviner la silhouette d'une femme, debout sur le toit de la voiture de tête qui avançait à allure réduite. Harold serra les dents et son regard méprisant devint celui de la haine lorsqu'il reconnut sa sœur. Regan, le corps couvert de sang, avançait à la tête d'une troupe armée en tenant à la main une lance de métal rouillée, au bout de laquelle était plantée la tête de Friedrich Feuerstein, dans une mise en scène et une posture la mettant en avant comme une héroïne de guerre revenue d'une bataille sanglante, brutale et victorieuse. Lorsque ces guerriers furent assez proches, ils lancèrent le son de guitare électrique crachant un venin d'acier, imitant les moteurs vrombissants d'un bolide de guerre ou les hurlements torturés d'un ennemi achevé au combat, alors que la voix éraillée d'une femme au glorieux passé prenait le pas sur la musique d'un autre âge. Alors le convoi théâtral cessa sa marche, laissant la musique aux puissants accords imprégner l'imaginaire des gardes postés sur les murs. Moussa Moulenga sortit de la voiture de tête, colosse craint et respecté, une légende faisant autant partie du spectacle que la musique ou la posture conquérante de la fille de Sergueï Rogers. Il passa devant l'armée et leva le poing avant de scander en rythme. « Regan! Regan! Regan !» Alors que la musique ne cessait pas, tous les guerriers revenus du front épousèrent le chant de gloire de Moussa en brandissant leurs armes, faisant vombir et aboyer les moteurs de leurs montures dans un rythme aux sonorités agressives. Sur les murs, quelques guerriers poussèrent une acclamation pour les victorieux. Et quelques-uns devinrent vite des dizaines, et finalement, tous les gardes hurlaient comme pour féliciter et remercier ceux qui s'étaient battus pour tenir l'ennemi éloigné de leur foyer. Harold serrait les dents. Son visage devint cramoisi, alors que son attitude et les tremblements de ses poings transpiraient la colère et la fureur. Il ne détournait pas les yeux de sa sœur devenue rivale. Plus que tout au monde, il voulait la voir crever dans une mare de sang, pour avoir pensé pouvoir voler la gloire qui lui revenait de droit. Regan aussi observait son frère. À toute la haine qu'il lui vouait, elle ne renvoyait qu'un sourire narquois et un regard de défi. Fin du chapitre 7. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à commenter, laisser un pouce levé et à la partager. Vous pouvez aussi mettre la cloche pour ne pas rater mes prochaines sorties, mais aussi vous abonner en cliquant juste ici. Retrouvez aussi une autre de mes séries narratives ici. Et en attendant, merci encore d'être resté jusque là. C'était Quentin Clément et le vaisseau de Kuntai ne peut reprendre sa route vers de nouvelles aventures narratives. À la prochaine.